Bon, je viens d'écouter les consignes de Martin. Je dois dire que je ne suis pas sûr, dans l'intervention que je vais faire ce matin, de m'y conformer entièrement. J'espère ne pas être trop complexe. Et en tout cas, pour le texte écrit, il est évident que je suis tout à fait disposé à reprendre entièrement cet exposé pour le rendre finalement conforme au projet d'ensemble. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est de dégager de l'Einleitung, c'est d'expliquer ce qui constitue l'opération philosophique ou contre-philosophique de Rosenzweig et à partir de quoi va s'engager ce qu'il appelle lui-même sa nouvelle pensée. Alors, je vais essayer de le faire en suivant une ligne plus ou moins découpée en 4 segments. Premier point, au premier segment, le mensonge du tout. Je reprends pratiquement les mots qui sont les mots de l'Einleitung. Deuxième point, la vérité de la mort. Troisième point, le bris du tout qui est emporté par cette vérité de la mort. Et enfin, pour conclure, j'essaierai de dégager, si j'ai le temps, les 2 axes épistémologiques qui me paraissent commander à la fois le bris, Zerbrechen, et puis aussi das neue Denken, c'est-à-dire au fond toute la pensée de Rosenzweig. Premier point donc, le tout comme mensonge. Le principe de départ que se donne Rosenzweig, et qui consiste pour lui en une salubrité de la pensée, une pensée saine, c'est de ne pas être dupe de la philosophie. Je peux donner les références, si vous voulez, au Stern, mais pour éviter d'alourdir mon propos, je ne le ferai pas, sauf si vous le souhaitez. Donc, ne pas être dupe de la philosophie, et ça veut dire, pour Rosenzweig, ne pas être dupe de ce qu'il appelle son idée du tout, dont la brume bleue et métaphysique enveloppe le terrestre, l'immanent, le matériel. Contre donc ces nuées, si on songe à l'exemple d'Aristophane, contre ces nuées métaphysiques, contre ces vapeurs de la philosophie, Rosenzweig, pas dans l'Einleitung, dans une lettre à Rudolf Hallo, je crois, je n'ai pas la référence précise ici, Rosenzweig s'affirme matérialiste. Il écrit « Ich als Materialist ». Et dans ce texte, il associe son matérialisme à la révélation. Je n'y reviens pas, puisque ça n'est pas dans l'Einleitung. En tout cas, il y a un matérialisme rosenzweigien, un matérialisme de la révélation, et c'est ce matérialisme de la révélation qui se déploie dès l'entrée en scène de la philosophie dans les premières pages de l'Étoile, et il se déploie selon un argument qui est tout à fait implacable. Premièrement, explique Rosenzweig, si on prend au sérieux le statut de la pensée de la connaissance une et universelle du tout, das eine und allgemeine Erkennen des All, alors le tout sera déterminé, explique-t-il, comme ce qui se comprend soi-même restlos, sans reste. Alors, c'est évidemment Hegel qui est visé, c'est lui qu'il faut prendre au sérieux, puisque Hegel, c'est la culmination de cette auto-présentation de la pensée comme pensée du tout, et qui s'inclut elle-même dans cette auto-présentation, et qui s'inclut elle-même de façon auto-systématisée, de telle sorte que la révélation elle-même, qui est quand même le centre et le centre du centre, que la révélation elle-même, comme représentation, est inclue dans cet auto-mouvement de la pensée. Et donc il y a une sorte de circularité ou de mauvaise tautologie du tout, et c'est cette circularité ou cette tautologie qui emporte la conclusion que le tout de la philosophie est un mensonge. Le mot revient 2 ou 3 fois dans l'Einleitung, Lüge. Et c'est même le mensonge de tous les mensonges, explique Rosenzweig. Alors pourquoi? Je développe son argument. Le présupposé qui est réductible à la vieille proposition de Parménide, être et penser, c'est le même, ce présupposé, Rosenzweig y est très sensible, a un avantage tout à fait considérable. C'est-à-dire qu'il permet de casser, de défaire d'emblée toute contre-proposition
au nom de l'impossibilité pour le Subjekt alles, pour le sujet tout, de ne pas recevoir ce que Rosenzweig appelle ein eindeutiges Prädikat. Et il écrit, je cite, Seite 13 du Stern, page 13, Ein Aufstand gegen die Allheit der Welt bedeutet zugleich eine Leugnung der Einheit des Denkens. Donc voilà l'argument massu de l'honorable confrérie des philosophes de l'Ionie à Iéna, c'est-à-dire des enfants de Parménide. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est l'infalsibilité de ce présupposé qui signale, qui est le signe du mensonge. Parce qu'au fond, le vrai, c'est le tout, en effet, d'une certaine manière. Et c'est ce constat qui emporte lui-même une révolte, un Aufstand, qui est consacré par Hegel, puisque Hegel montre que le tout, c'est ce mouvement qui ne cesse de se totaliser, qui peut donc toujours reprendre ce qui n'est pas encore totalisé. J'ajoute que le Leinleitung comporte, en contrepoint, une petite esquisse d'histoire de la philosophie qui aboutit à ce que Rosenzweig appelle la philosophie de notre temps, unsere Zeit. Et cette philosophie de notre temps, c'est une philosophie que dans un autre texte, dans une lettre également, une lettre du 5 septembre 1916, Rosenzweig appelle une philosophie de la forme du monde, c'est-à-dire de la contingence pure et simple, de ce qui est appelé dans l'Einleitung, page 13, le Nun einmal so sein du monde. Donc, s'il y a un mensonge, c'est d'abord parce que le tout est, selon la formule d'Adorno, est ce qui est unwahr. Parce que cet unwahr du tout, ce non vrai du tout, annule cette contingence, annule ce nun einmal so sein, et constitue une sorte de piège logique. Et donc la pensée doit prendre garde constamment, c'est ça cette espèce de salubrité de la pensée à quoi Rosenzweig appelle sans cesse. Il a écrit le fameux Büchlein, c'est exactement cette orientation qu'on retrouve dans l'Einleitung. Donc la pensée doit prendre garde à ne pas se laisser prendre dans ce piège logique si elle veut demeurer quelque chose comme une patrie, Heimat, dit Rosenzweig. Si la pensée peut demeurer une patrie, c'est sous la condition d'échapper à ce piège. Dans cette condition, il faut donc inventer une figure. Le statut est compliqué de cette figure, donc je ne vais pas le discuter maintenant, mais une figure un peu concurrente du tout qui est All-Umschließend. Ça, c'est le tout de la philosophie, qui est All-Umschließend. Et il faudrait trouver la possibilité de penser à partir de ce que Rosenzweig appelle un tout excluant, c'est-à-dire Ausschließend, qui permettrait de laisser jouer l'imbrication du multiple, des multiplicités, en particulier des multiplicités Dieu, monde, homme, justement pour déjouer l'engrenage logique fatal du tout. Ce tout qui serait Ausschließend, ça n'est pas une autre figure du tout, ou un autre tout, simplement une sorte de mise de concurrence faite à Hegel, parce que cette concurrence est d'emblée vouée à l'échec, mais c'est de l'ordre d'une unicité expressive où s'articuleraient des multiplicités. Ces multiplicités, on peut les appeler, si on veut, des tout au pluriel, que Rosenzweig compare au tableau. C'est cette métaphore de la fresque et du tableau, au tableau de notre pensée, qui sont inégaux, discontinus, fragmentés, imagés, et qui sont disposés sur quelque chose qui est matériel et indéterminé, qui serait ce mur nu. Si je m'arrête un instant sur cette métaphore qui me paraît riche dans l'Einleitung, on peut dire que elle se trouve à la page 14 du Stern, on peut dire que pour Rosenzweig, de Parménide à Hegel, le mur, comme il dit, est peint à fresque. C'est-à-dire que l'être, le mur, et la pensée, l'image, le tableau, font un, au sens le plus fort, à tel point qu'on ne peut même pas les distinguer. C'est ça le All-Umschließendes All. On pourrait même dire, en prolongeant un petit peu, mais dans l'esprit de Rosenzweig, ce qu'il veut dire qu'on a affaire, dans ce cas, dans la peinture à fresque, à un véritable trompe-l'œil. L'idéalisme, c'est ça, c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire que l'idéalisme nous donne l'illusion qui est consolante, qui est bienfaisante, qui est même esthétiquement jouissive en quelque sorte, et c'est contre, vous voyez, tout à l'heure j'ai utilisé le mot de piège,
le mot de trompe-l'œil signifie exactement la même chose. C'est contre ce piège, contre ce trompe-l'œil de l'idéalisme que l'Einleitung nous met en garde. Il faut donc, au contraire, donc, pour sortir du piège, nous dit Rosenzweig, il faut tenir l'image, le tableau qui est suspendu au mur, pour une unicité incluse, comme il dit, ein eingeschlossenes Eins, ce qui suppose, ce qui exige que soit pensé un rapport entre un support et une multiplicité infinie en droit. Donc la pensée, c'est-à-dire le tableau dans la métaphore rosenzweigienne, la pensée n'est pas du tout niée ou méprisée par Rosenzweig. Au contraire, je dis au contraire, elle est exaucée d'une certaine manière dans sa singularité, dans ce que Rosenzweig appelle le point de vue qu'elle propose. Une image ouvre une vue, ouvre un point de vue et détache une vision dans le mur lui-même. Donc il y a toujours un au-delà du tableau, c'est-à-dire un au-delà du tableau qui est précisément le mur, et le mur non seulement ne supprime pas l'unicité de l'image, mais il en est en quelque sorte la condition. Et c'est les rapports entre les deux, entre l'image ou le tableau et le mur, c'est-à-dire entre l'être et la pensée, pour reprendre les termes de la tradition philosophique, ce sont ces rapports qui doivent relever d'une attention philosophique continue. Je pense que c'est quelque chose qui est frappant chez Rosenzweig, à la multiplicité inenglobable, c'est-à-dire à ce qui reste quand le tout s'est auto-totalisé, donc pas de restlos, justement. Et ce qui reste, c'est ce que Rosenzweig appelle eine innere Nicht-Identität, c'est-à-dire donc une non-identité originaire, sur quoi, dans ces pages de l'Einleitung, Rosenzweig insiste beaucoup. Il y a donc un piège logique du tout. Le piège logique, c'est ce qu'il appelle, page 17, la Verwechslung, c'est-à-dire la confusion. Au fond, la confusion, c'est ça, c'est le principe du trompe-l'œil, hein, la confusion entre le tableau et le mur. Et il dit que cette confusion, je cite dans la même page 17, qu'elle est fortement à craindre. Il utilise le verbe fürchten. Donc, c'est une confusion, au fond, à quoi il est très difficile d'échapper dès lors qu'on se met à penser. Et l'Einleitung, c'est une sorte de petit texte, de petit discours de la méthode, si on peut dire, qui consiste à expliquer comment échapper à cette confusion, si toutefois c'est possible. Donc, il y a un caractère logique, si vous voulez, du mensonge. Il y a un autre aspect du mensonge sur lequel Rosenzweig insiste beaucoup, c'est que le mensonge du tout est également mensonger, pas simplement du point de vue gnoséologique ou logique, mais aussi du point de vue, on pourrait dire, moral, ou plus précisément du point de vue de l'existence. Si le tout est un mensonge, si le tout est mensonger, c'est parce qu'il est le déni de la finitude, de l'existence et de l'angoisse de mort des sujets mortels. Ce sont les fameux passages qui sont inauguraux, ce sont les premières pages de l'Einleitung. Dans le tout, rien ne meurt, un tout, ça ne meurt pas. Ein All würde nicht sterben und im All stürbe nichts. Et ça, c'est la force d'illusion vitale, en quelque sorte, du tout. Il y a donc un jeu redoutable, funeste pour Rosenzweig, entre le tout et le rien. Dans une lettre du 27 mars 1922, il dit que le tout beruhigt, apaise, et que le rien, en revanche, est paresseux, träge, dit-il. Et donc, à la connaissance universelle du tout et du rien, du tout et du néant universel, Rosenzweig oppose, il a cessé de le faire, pas simplement dans l'étoile, mais dans toute la correspondance, on voit ça très bien, il n'a cessé d'opposer une philosophie du quelque chose. J'en viens à mon deuxième point, ce que j'ai intitulé la vérité de la mort, qui est en fait la vérité de l'angoisse de mort. Et moi, je préférerais aller au bout parce que je crains d'être trop long. Et si tu veux, ensuite, peut-être simplement dire en quelques points ce que sont ces. Si tu. Non, alors, ce quelque chose qui fait exception à ce jeu funeste du tout et du rien, c'est le quelque chose qui meurt, par conséquent. C'est par sa mort, qui n'est pas rien et qui arrache tout, c'est par sa mort que le sujet existant, le Dasein créé, comme dit Rosenzweig, est ce qu'il est. Son quelque chose d'irréductible, c'est
sa peur de la mort. Et c'est cela que la philosophie, ou l'idéalisme, puisqu'il y a effectivement toujours ce contrepoint qui est philosophie de notre temps, ou philosophie du point de vue que développe Rosenzweig dans l'introduction, la philosophie ou l'idéalisme nie cette angoisse de mort, et la voie royale de cette négation, c'est justement, on y revient, hein, c'est circulaire, c'est le tout. Alors, il y a évidemment un bénéfice de ce déni. C'est le titre de toute l'introduction, hein, c'est la possibilité de connaître le tout. Avant de statuer sur cet erkennen, ce serait ça le bénéfice secondaire de la connaissance du une et universel du tout, je voudrais m'arrêter sur ce que j'ai appelé l'effet de vérité de la mort, puisque c'était, comme vous savez tous, hein, c'est le premier mot de l'arc qui se déploie jusqu'à la vie en passant par l'amour. J'avais ici entamé une petite comparaison, mais ça revient aux questions de méthode qui ont été évoquées, avec le sermon sur la mort de Bossuet, que je laisse de côté, bien sûr. En tout cas, il y a une sorte d'effet de choc par quoi on entre dans l'étoile, un effet de mise en scène, c'est pour ça que je faisais la comparaison avec le sermon sur la mort de Bossuet. Il y a d'un côté donc le jeu vivant, inconvertible en quoi que ce soit d'autre que lui-même, vivant contre, et qui est terrifié, qui hurle d'angoisse, ce ish des premières lignes, et qui est tout entier corps. De l'autre côté, c'est pour ça que je parle de mise en scène, on a affaire presque à une allégorie, hein, une allégorie au sens de la peinture cette fois. De l'autre côté, la philosophie, qui est justement portraiturée en une grande consolatrice, compatissante, mais menteuse, avec son sourire vide, dit Rosenzweig, son air béat, et qui est indifférente, et qui a même l'air de se moquer en pointant son index vers un au-delà du champ de bataille où l'on meurt, alors que le jeu, le ish, se trouve précisément sur ce champ de bataille, terrorisé par son angoisse propre, qui est l'angoisse de se voir en cadavre, en troisième personne, ou en ça, nur ein es, dit le texte. Elle n'est pas rien, elle n'est pas ce rien dont on ne peut rien savoir, ce rien qui ne serait qu'un rien du savoir, justement, c'est-à-dire pour l'idéalisme, rien du tout, le rien du savoir, c'est rien du tout. Elle est quelque chose, elle n'est pas du côté du néant déterminé de cette façon, elle est quelque chose, et le grand présupposé, il y a das dunkle Voraussetzung, hein, cette question du grand présupposé de l'idéalisme est centrale. Le grand présupposé de l'idéalisme, c'est que seul le pensable peut s'articuler en totalité, seul le tout est pensable, dans la mesure où la multiplicité qui est englobée, c'est-à-dire tout, pourrait se réduire à un. C'est encore Hegel ici, mais je passe rapidement, c'est en particulier cette ineffectivité de la mort, c'est le mot qu'on trouve Unwirklichkeit dans un passage célèbre de la préface à la phénoménologie de l'esprit que je ne cite pas ici. En tout cas, dans ce passage, Hegel, on voit comment Hegel pense le deuil et la douleur de la conscience comme une mort, mais une mort qui vient vivifier l'esprit, qui est la vie de l'esprit. Pour Hegel, la mort est une sorte d'extase négative. La vie serait le résultat substantiel d'une négation surmontée. Je passe sur Hegel. En tout cas, c'est exactement la fonction du spéculatif, selon Rosenzweig, que de nier ou de forclore la mort, ou encore, pour utiliser un mot de Jacques Derrida qui sur ce point me paraît très très proche, Derrida dit dans Glas que la dialectique, il le dit de la dialectique, aurait chez Hegel une fonction d'amortissement de la mort, dit-il, c'est le mot de Derrida, et c'est exactement dans cette même ligne qu'on trouve tout au long de ces pages de l'Einleitung. Une dernière remarque, c'est ce que je disais en introduction, ce n'est pas en fait à la mort elle-même que le jeu doit faire face. C'est à l'angoisse de mort. Rosenzweig distingue très bien les deux plans. Si la question principale, c'est la question de la mort, alors on a le choix, au fond, je dirais des choses comme ça, un peu à la Lévinas, on a le choix entre le suicide, il y a le fameux passage dans la deuxième ou troisième page, entre le suicide et la spéculation philosophique, c'est-à-dire l'amortissement de la mort. Hein. Soit la mort qu'on se donne, soit la mort qu'on amortit. Dans le second cas, si le point principal c'est l'angoisse de mort, dans le second cas, la question
qui se pose, c'est celle de l'existence. Et je crois que Rosenzweig considère cette angoisse comme une sorte de stimulus de pensée, parce qu'elle nous place d'une certaine façon devant le tout de l'être, pour reprendre des mots qui sont plus heideggeriens que rosenzweigiens, devant le tout de l'existence. Je dirais que ce que fait Rosenzweig, c'est qu'il déplace le face-à-face qui était réclamé par Hegel dans le fameux passage que j'aurais dû citer finalement de la phénoménologie de l'esprit, où ce qu'il faut regarder en face, donc c'est moins la mort en tant qu'elle serait vivification de l'esprit, que cette question de l'angoisse. Je cite la page 4, Der Mensch soll die Angst des Irdischen nicht von sich werfen, soll in der Furcht des Todes bleiben. C'est cette angoisse donc, qui est une source de connaissance ou de pensée, en tant qu'elle permet de rester dans la vie, tout en sachant que cette dernière est marquée par la mort. J'avais ici ajouté deux ou trois passages sur ce point que Rosenzweig, qu'on peut lire dans une ou deux lettres adressées à Gritli, où on voit très bien qu'il n'y a pas chez Rosenzweig de pensée de la mort. Hein. Ce n'est pas un penseur de la mort, je pense, mais un penseur, on pourrait dire, existentiel de l'angoisse de mort. Voilà les deux petites phrases de Rosenzweig, lettre du 26 novembre 1918. Meinst du, ich hätte wohl ein klares Wort über den Tod geschrieben? Ich weiß es selbst nicht. Kommt immer wieder vor, immer wieder anders, aber nirgends mit endgültiger Klarheit. Donc il y a un non-savoir indépassable, le non-savoir de quelque chose d'irréductible. Il y a donc l'héritage ou la dette souscrite à l'endroit de Schopenhauer est importante. Hein. Schopenhauer qui disait, dans le complément au paragraphe 41 du Monde comme volonté et représentation, la connaissance lutte contre la crainte de la mort. Hein, on ne peut pas mieux dire, la phrase pourrait se trouver telle qu'elle dans l'introduction. Il y a donc, ça, vous voyez, Rosenzweig indique un chemin de pensée qui est celui de l'idéalisme. Il y a aussi un autre chemin de pensée, la philosophie de notre temps, la philosophie du point de vue, ce qu'il appelle aussi la philosophie qui s'inscrit dans la révolution post-hegelienne, page 18, avec ces trois noms. Je viens de parler de Schopenhauer, il faudrait ajouter Kierkegaard, Nietzsche, certainement le dernier Schelling, je laisse tout ça également de côté. Et Rosenzweig dessine quelque chose comme un autre chemin, ou une autre façon de suivre ce chemin. En quoi consiste cette façon? Prendre au sérieux, pas tellement la mort, comme je viens de le dire, puisqu'il n'y a pas de clarté définitive, comme il dit dans la lettre à Gritli, hein, mais l'angoisse de mort, parce que c'est l'angoisse de mort qui dit la vérité du jeu fini. Quel est l'effet de cette façon de cheminer? C'est la réaffirmation du cri du jeu vivant. Et quel est l'effet intraphilosophique? La destruction, la détotalisation, le bris de la totalité, le fameux Zerbrechen. C'est à partir de ce bris que se dégagent, comme de même, en quelque sorte, les éléments et la philosophie élémentaire qui ensuite est esquissée dans tout le livre. Donc le bénéfice secondaire de la crainte de la mort qui donne son titre à toute l'introduction, c'est la connaissance du tout. La connaissance du tout, c'est déjà quelque chose, pour parler comme Rosenzweig constamment. Ni tout, ni rien, quelque chose. Cette connaissance, Erkennen, c'est au fond la fin, le terme hegelien de l'histoire de la philosophie, une sorte de fin de la philosophie. J'accélère hein, autant que je peux. Vous voyez, le tout doit donc faire l'objet d'un refus, d'un bris, d'une destruction, d'une détotalisation, etc., parce qu'il est mensonger, et le mensonge a deux faces, en quelque sorte. Hein. C'est un mensonge du point de vue de la connaissance elle-même, et c'est un mensonge en tant que vice existentiel, du point de vue de l'existence. Et on pourrait dire, à cet égard, si le bénéfice secondaire, la connaissance du tout, se tient, figuré par Hegel, se tient à la fin d'une histoire bimillénaire de la philosophie, on pourrait dire que, c'est en tout cas l'ambition de Rosenzweig, on pourrait dire que l'étoile commence exactement au point où
la philosophie se termine, en quelque sorte, ou en tout cas, les systèmes de philosophie se terminent. Troisième point, le bris du mensonge et la sortie rosenzweigienne, si on veut, sortir de ce piège qui est à la fois logique et existentiel, exige de mettre en œuvre ce que Rosenzweig appelle, pas le temps non plus il faudrait peut-être dans le volume prévu faire un petit développement là-dessus, sur ce que Rosenzweig appelle la méthode méta, hein, qui consiste en fin de compte à tenter d'extraire comme dit Rosenzweig, le contenu irrationnel des trois sciences rationnelles de Dieu, du monde, de l'homme. Donc ce qui a été annulé dans la constitution rationnelle des sciences doit être retrouvé. Il y a quelque chose qui ne peut pas faire songer à Heidegger, mais je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, et qui consiste la méthode méta, ça consiste au fond à réaffirmer le non-identique originaire ou interne dont parle Rosenzweig. S'agissant du monde, par exemple, le réel n'est pas égal au rationnel, et le méta, c'est ce qui fait voir cet écart. Donc, au terme de ce bris, qui va s'opérer tout au long des chapitres du premier livre, la première partie de l'étoile, on va obtenir, comme dit Rosenzweig, quelque chose de positif. Je m'y perds à force de vouloir abréger. Voilà, je vais passer rapidement là-dessus. Pour conclure sur ce troisième point, sur ceci, qui est un constat, qu'une fois que le mensonge du tout aura été brisé, il reste des morceaux d'existence, des temps, création, révélation, rédemption, également des langues. Il faudrait insister longuement là-dessus, mais je pense que d'autres que moi auront l'occasion de le faire, des langues à la fois sonores, comme ce qui serait l'antonyme du concept muet, et des langues silencieuses, la langue silencieuse des amants, la langue silencieuse de la rédemption, etc. Et ça, c'est ce qui, à partir de l'Einleitung, s'ouvre sur les trois livres, c'est-à-dire la totalité de l'œuvre. Je conclus, c'était le quatrième point que j'avais indiqué, en mentionnant rapidement deux axes, je vais les dire très très vite, hein, deux axes qui sont, j'ai appelé ça tout à l'heure, des axes épistémologiques. Il faudrait ajouter, bien sûr, les outils qui sont indiqués dans l'Einleitung, c'est-à-dire le néant, le oui, le non, le et. Ces deux axes, ces deux points, ce sont deux distinctions, je crois, qui sont commandées, la première par le temps, la seconde par la parole. Première distinction, premier axe épistémologique, il me semble qu'on a là affaire à des choses très importantes, même si je les traite extrêmement vite. Première distinction, c'est une différence entre ce que Rosenzweig détermine comme le résultat et le commencement. Je renvoie dans l'Étoile de la Rédemption à la métaphore de la valise, on défait ses affaires en sens inverse, on les fait, ou dans Das Neue Denken, à la métaphore du programme de théâtre. C'est-à-dire que ce qui est présent dans la pensée, dans le temps du concept, n'est que le résultat d'un passé dans le réel. Et donc, ce qui semble être le résultat du premier livre, Dieu, monde, homme, si vous voulez, c'est ce qui doit, au contraire, se tenir au commencement, au principe de la nouvelle pensée. C'est-à-dire, je vais très vite, je suis désolé, j'y reviendrai éventuellement, c'est-à-dire que tout commence après le commencement de l'Étoile de la Rédemption. C'est-à-dire qu'il y a un principe de temporalisation du connaître qui me paraît requis pour éviter toute une série de contresens dans la lecture de l'Étoile, justement. Tout commence après le commencement, c'est-à-dire, de façon très simple, de façon évidente, après le pré-monde. C'est-à-dire que tout commence dans le monde, lorsqu'il s'agit de révéler pourquoi cette structure elle-même, qui vient du bris du tout, d'où elle provient. Et donc, c'est sous ce mode de la temporalisation du connaître que pourra être évitée la fameuse Verwechslung, c'est-à-dire la confusion. Deuxième distinction, elle se trouve c'est la fameuse distinction que propose Rosenzweig entre la preuve, Bewehrung, c'est une phrase célèbre de l'introduction, et la garde ou le maintien, Bewahrung,
c'est-à-dire un rapport qui doit être clarifié entre Wirklichkeit et Wahrheit, entre effectivité et vérité. C'est l'effectivité qui permet la garde, le maintien si on veut. Le jeu de mots allemand est intraduisible dans aucune autre langue à ma connaissance entre Bewährung et Bewahrung. En tout cas en français, on est obligé d'avoir recours à deux mots de registre étymologique très distincts. Donc c'est la Wirklichkeit qui permet la Bewahrung de l'essence de la vérité. Ça revient à dire que la raison, le concept sont supportés par l'effectivité qui assure la garde ou le maintien d'eux-mêmes. Il y a une sorte de maintenance du vrai, qui est quelque chose qui est plus vaste que, qui s'apparente, tout ceci est très très cohérent, d'une très grande cohérence, qui s'apparente au mur pour le tableau qui y est suspendu. Et donc la nouvelle pensée doit s'acheminer vers l'invention d'un nouveau type d'exercice, d'une nouvelle méthode. Je parlais d'un discours de la méthode, qui est complété par le second discours de la méthode, si je puis dire, de Rosenzweig, qui est la pensée nouvelle elle-même, le texte Das Neue Denken. Voilà, je vais m'arrêter de façon un peu abrupte ici pour éviter d'être trop long. Et voilà. Merci de votre attention. Ja, kurze Zusammenfassung. Das wird vielleicht schwierig sein. Ich habe die Einleitung unter 4 Leitlinien gelesen. Erster Punkt, das Ganze oder das All als Lüge. Das ist ziemlich klar für jeden Sternleser. Zweiter Punkt, die Wahrheit, oder ich habe das eher als Wahrheitswirkung bezeichnet, die Wahrheit des Todes und eigentlich nicht so sehr des Todes, sondern des Furchtes vor dem Tode. Dritter Punkt, Zerbrechen des Ganzen, Zerbrechen des Alls. Als Wirkung eben dieser Wahrheit des Todes oder des Furchtes vor dem Tode. Und endlich als Schluss habe ich ganz kurz, natürlich viel zu kurz, das verdient größere Entwicklungen, 2 epistemologische Prinzipien, die meines Erachtens grundsätzlich sind, um jegliche Verwechslung, die eigentlich des Idealismus ist. Und diese 2 epistemologischen Achsen sind erstens die Unterscheidung, die notwendige Unterscheidung von Resultat und Anfang. Und diese Zeitigung, wenn ich das so sagen darf, also diese Temporalisation des Erkennens oder des Denkens scheint mir wirklich sehr, sehr wichtig, um den Stern richtig zu lesen. Und die zweite epistemologische Achse besteht auch in eine andere Unterscheidung zwischen, das ist vielleicht, es genügt, den Satz zu, also Seite 16, die Wahrheit bewährt nicht die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit bewahrt die Wahrheit. Das klingt wie manche Äußerungen von Marx, also mit dieser Umkehrung. Und diese Unterscheidung zwischen Bewahrung und Bewährung scheint mir auch sehr wichtig. Das ist eine Art Grundsatz, wodurch man verstehen kann, warum Rosenzweig schreiben kann, ich als Materialist. Das könnte vielleicht
komisch klingen, dass Rosenzweig sich selber als Materialist bezeichnet. Und diese Achse, diese epistemologische Achse scheint mir im Gegenteil ein Beitrag zum Verstehen, warum er sowas wie ich als Materialist schreiben kann und was den Sinn dieser Selbstbehauptung, worin dieser Sinn besteht. So. Dankeschön. Ja. Spontanément, ce que je trouvais très très bien, c'était votre focus sur l'image, sur les pages 13-14, parce que j'ai lu cette introduction avec les scolaires, les discutants, sans dire quelque chose. Et le premier point qu'ils ont trouvé à eux-mêmes, c'était cette image. L'autre question, c'est... Parce qu'elle est en effet très parlante, très suggestive. Dans un texte qui est dense, on a une image de toute façon, tout à coup qui est très claire. Oui. Je ne sais pas si l'expression que j'ai utilisée, trompe-l'œil, est tout à fait claire pour tout le monde, hein, parce qu'elle ne se trouve pas dans le texte de Rosenzweig, mais c'est ça qui est constamment suggéré par lui, c'est-à-dire il faut entendre l'idéalisme lui-même comme un trompe-l'œil, avec les séductions extraordinaires du trompe-l'œil. Hein. On peut être absolument fasciné devant un trompe-l'œil, c'est pas du tout... Voilà, excusez-moi, je voulais juste... L'autre commentaire, c'était, vous parlez sur la vérité de la mort, et je me suis demandé si peut-être mieux, ou il faut dire aussi que c'est l'expérience de la mort pour vous. Parce que si on parle sur la philosophie de l'existence, la vérité, c'est un peu... C'est pas ça ce que je crois. Rosenzweig veut dire, parce qu'il prend une affaire, la notion de l'expérience, contre la tradition égaliste. Alors, je limite ou je reprends mon propos parce que je suis allé très vite. Hein, je vois très très bien ce que vous voulez dire, ça me paraît évident. Hein, le livre s'ouvre sur une empiricité immédiate, une épreuve qui est celle de la mort, avec l'arrière-fond, la référence peut-être aux tranchées, à la Première Guerre mondiale, enfin, tout le monde. Donc, j'ai parlé effectivement de la vérité de la mort. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, plutôt que vérité, je me suis corrigé moi-même, un effet de vérité qui n'est pas originaire. Ce qui est originaire, c'est en effet, vous avez raison de le dire, l'expérience immédiate, vive, terrifiante de la mort. L'effet de vérité de cette expérience, c'est le bris de la totalité. Donc il y a un effet de vérité, j'appelle ça vérité parce que c'est un effet dans la connaissance, un effet dans la pensée. La différence Bewahrung, Bewahrung, par exemple, c'est une différence qui provient de cet effet de vérité. Donc pour restituer, si vous voulez, la séquence, on pourrait dire qu'il y a d'abord, de façon brute, immédiate, cette expérience de la mort. Alors, je corrigerai aussi, de la même façon que j'ai corrigé vérité en effet de vérité, je corrigerai de la mort en expérience de la mort. Je pense que c'est une distinction très importante parce qu'il explique très bien dans la correspondance qu'il n'y a pas chez lui de pensée de la mort. Parce que ça, c'est le memento mori, la vieille tradition de toute la philosophie. Enfin, de la philosophie de l'esthétique occidentale, et in Arcadia ego, enfin, toutes ces... je pense que Rosenzweig se démarque d'une certaine façon des pensées de la mort, et d'une certaine façon, chez Hegel, est un penseur de la mort. Donc ce qui est nié par Rosenzweig, ça n'est pas la pensée de la mort, il y a des pensées de la mort. C'est justement l'effectivité, l'expérience de la mort, si on veut, mais de la mort, c'est quoi cette expérience de la mort? C'est l'expérience de l'angoisse, ou de la peur de la mort, de la terreur devant la mort. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur l'effet de vérité et l'angoisse de mort plutôt que la mort elle-même. Troisième point, très court, c'est que je me suis demandé s'il n'est pas nécessaire de dire que nous nous trouvons dans la Immerwährung de Vorwelt, d'expliquer un peu plus le Immerwährung et la Vorwelt, parce que c'est très important pour le système. Oui, bien sûr.
Non, non, ça c'est... Là, on se trouve déjà devant des questions d'écriture, de méthode et même de construction du livre que nous projetons ensemble. Parce que le texte de l'introduction est un texte si dense qui soulève tellement de questions que c'est très difficile de les brasser toutes. Je suis passé très très vite sur la méthode méta, qui me paraît quand même très importante. Je suis passé très très vite sur le néant, le oui, le non, le et, qui me paraît aussi fondamental. Et sur la question du monde pré-monde, j'en ai dit un petit mot trop rapide à la fin, sous ce principe de la temporalisation du connaître, c'est-à-dire que tout commence dans le monde et tout ne commence pas dans le premier livre de l'Étoile. C'est la raison pour laquelle Rosenzweig, dans La Nouvelle Pensée, donne le conseil de lecture suivant. Vous pouvez très bien passer sur toute la première partie, parce que on est dans le pré, dans le for, et donc tout commence dans le monde proprement dit, c'est-à-dire alors toute la difficulté de la temporalisation, c'est de circuler entre ce qui commence effectivement dans le monde et ce qui précommence logiquement dans la première partie, qui est la partie qui s'appelle création, justement, qui relève de la création. Donc, je m'excuse pour mes manques, mes défaillances, mes défauts. Je n'ai pas pu tout dire, bien sûr. Ja. Ich bedauere das auch, ja. Weil der Überblick schon phänomenal ist. Ja. Also die Linien zu sehen. Insbesondere habe ich bedauert, dass du Bossuet nicht mehr vertiefen konntest. Alors, si j'avais ajouté Bossuet, j'en avais pour la matinée. Voilà. Peut-être un mot sur Bossuet, juste un mot. Il y a des différences considérables entre Rosenzweig et Bossuet. Mais ce qui me paraît relever d'un même effet de scénarisation, en quelque sorte, c'est que Rosenzweig ouvre l'opéra, c'est pas son Kriegsopéra, mais c'est quelque chose qui relève d'une sorte d'opéra expressionniste, les premières pages. Il ouvre sur l'angoisse de mort. Et le sermon sur la mort de Bossuet s'ouvre sur une formule extraordinaire où il s'adresse à la cour, il s'adresse à tous les grands, au roi en personne, et il dit, eh bien, je vous propose d'ouvrir un tombeau. C'est-à-dire, ce qui s'ouvre là, alors, le même effet de spectacularisation, en quelque sorte, inaugurale, et ensuite, il faudrait expliquer à quel point les deux lignes sont radicalement opposées. C'est-à-dire que Bossuet oppose ce qui est le plus méprisable dans l'homme, c'est-à-dire justement la créature qui crie, etc., et ce qui est le plus estimable. On retrouve là l'héritage du spiritualisme chrétien, bien sûr. Donc, ce rapport entre le plus estimable et le plus méprisable, c'est intéressant aussi parce que Rosenzweig prend exactement le contre-pied. Ce que Bossuet appelle le plus méprisable, c'est le plus estimable pour Rosenzweig, et ce que Bossuet appelle le plus méprisable, c'est justement les figures que la philosophie, mais aussi les religions, d'où Bossuet, méprisent en y opposant de fausses consolations. Donc ça, je n'ai pas développé. Voilà, je développe là.